Le vendredi 6 octobre 2023, l'écrivain Éric Rénard était invité à la librairie Ombre Blanche pour une rencontre autour de son dernier roman, paru chez Gallimard, Sarah, Suzanne et l'écrivain. Roman dans lequel l'auteur se livre à une réflexion sur l'art littéraire et le lien troublant et mystérieux qui peut apparaître entre lecteur et écrivain. Bonne écoute. Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir au nom de la librairie Ombre Blanche et d'accueillir Éric Rénard qui est né à Nancy, qui a fait une prépa HEC puis une école de commerce avant de travailler dans l'édition, puis dans l'édition de livres d'art. Il vit et travaille à Paris, outre des nouvelles, des pièces de théâtre, des livres illustrés, un film, je vous amène. Il est, depuis la publication en 1998 de Demi-sommeil chez Actes Sud, l'auteur de 9 romans, parmi lesquels Cendrillon, L'amour et les forêts, qui a obtenu une forêt de prix, prix Renaud des lycéens, prix roman des étudiants France Culture Télérama, comédie française, prix Les Incorruptibles, il y a eu la Chambre des époux. À propos de L'amour et les forêts, je ne sais pas si on aura le temps d'en reparler, mais il a été adapté, vous ne l'ignorez pas, au cinéma par Valérie Donzelli. Et aujourd'hui, nous allons tout particulièrement évoquer son dernier roman, Sarah, Suzanne et l'écrivain. J'ai vu cette semaine qu'il est figuré sur la 2e liste des Goncourables, des Goncourt. Donc, on vous souhaite que ça aille jusqu'au bout. Alors, est-ce que vous souhaitez qu'on fasse un peu le pitch du livre ou vous lisez directement ou comme vous souhaitez? On va quand même l'évoquer un petit peu, oui, avec plaisir. Donc, ce livre, Sarah, Suzanne et l'écrivain, pour le résumer en quelques mots, il s'agit d'un dialogue entre un écrivain et une dénommée Sarah, qui a fait appel à vous, qui est une personne de chair et d'os, j'allais dire, qui n'est pas fictive, qui est venue vers vous pour vous conter son histoire. Et à partir de ce moment-là, je reprends vos propres mots dans une interview, frappé par son mail, vous avez dit « Je suis devenue cette femme ». Est-ce que ça vous va comme présentation? Et on peut dire que entre Sarah et l'écrivain va se glisser une troisième femme qui est peut-être l'écho d'autres femmes, on verra ça, qui s'appelle Suzanne et qui, elle, est votre création, même si elle est aussi le reflet de Sarah. Oui, en réalité, c'est un dialogue entre un écrivain et une femme, Sarah, dont il va s'inspirer de la vie pour écrire un livre, et il lui raconte le livre avant de l'écrire. Ainsi, Sarah peut-elle commenter ce que l'écrivain a l'intention de faire de son histoire, et l'héroïne de fiction que l'écrivain va créer à partir de Sarah et de son expérience s'appelle Suzanne. Et donc, ce qui m'intéressait avec ce dispositif narratif, dont l'idée m'est venue assez tardivement, après de longs mois d'un marasme un peu désespérant, c'est-à-dire que j'avais vraiment toute la matière du livre en tête, suffisamment, en tout cas, pour pouvoir commencer l'écriture du livre, mais il me manquait le feu, l'envie, le désir. Je me proposais d'écrire un roman linéaire, simple, dont l'héroïne s'appellerait Sarah. Et d'abord, j'ai jamais fait ça. Je pense que j'en suis incapable d'écrire un roman. J'en suis incapable. Alors, je me disais, roman linéaire, voulez-vous dire? Oui, un roman classique, un roman tel que la plupart des gens l'entendent. Un roman qui raconte une histoire, qui commence et on raconte une histoire, il y a un héros et on va jusqu'au bout. Et le style peut varier en fonction de l'écrivain, mais c'est un roman. Et ça, je ne l'ai jamais fait. J'en suis, je crois, strictement incapable. C'est-à-dire que chaque livre que j'écris est le résultat de mes gesticulations mentales et de mes efforts pour
écrire le livre que j'ai en tête, mais je ne sais écrire qu'à ma manière, c'est-à-dire à travers des formes spécifiques, spéciales, un peu bizarres. Et alors je me disais, mais bon, voilà, c'est la sagesse qui arrive, tu as 56 ans, 57 ans, eh bien, voilà, tu es arrivé à l'âge où on écrit des romans simples et limpides. Et en fait, non, je n'y arrivais tout simplement pas. Et je me disais que j'étais sur le point de faire ce que je m'étais toujours promis de ne jamais faire, c'est-à-dire d'écrire un livre pour écrire un livre, honorer mon contrat ou écrire juste parce que c'est mon métier. Et il manquait vraiment la nécessité intérieure et la flamme. Et cette flamme m'est venue le jour où j'ai eu cette idée d'un dialogue. Donc c'est vraiment, ça a surgi comme ça. Dans quelles circonstances? C'était la fin du mois d'août 2021. J'étais dans mon village à la campagne en Normandie. Et il est sur une colline. Et en haut de la colline, il y a une église. Et puis le soir, j'aime bien me mettre sur le banc pour regarder le paysage. Je monte avec un livre et je lisais un livre. Mais là, j'aimerais qu'on n'aborde pas le sujet contenu dans le titre du livre que je vais citer. Je cite par malice, mais je voudrais, parce que c'est une partie importante du roman et je voudrais pas qu'on la spoil. Je lisais un livre sur les iconophages. Oui, non, nous en parlerons absolument. Et donc, pas. Et soudain, j'ai eu une voix d'une femme qui disait alors, qui est Suzanne Stadler finalement comment l'imaginez-vous? Et l'écrivain répond elle a 44 ans, elle est mariée, mère de 2 enfants de 17 et 21 ans, exactement comme vous. Mais comme vous me l'avez demandé, j'ai changé la ville. Ah bon, mais dans quelle ville habite-t-elle? Et là, ça a commencé à chanter en moi comme ça. Et donc, je me suis précipité dans mon bureau pour vérifier que ça pouvait être ça, le livre, ou en tout cas la manière de raconter l'histoire que j'avais en tête, comme si je la faisais passer par une sorte d'alambic pour en faire un alcool. Enfin, et donc, ça marchait assez bien, sauf qu'on était vraiment dans le régime de la conversation, et que ça ne me plaisait pas. Et puis j'avais terminé cette année-là un scénario de film d'un premier long métrage. Et je me disais, ah là là, ça va vraiment, l'écriture de ce livre va s'inscrire dans l'écriture du scénario, c'est pas bien. Il faut prendre un peu de hauteur et qu'il y ait une teneur littéraire. Je rêvais pour ce livre une sorte de grandeur comme ça pour mes personnages, quelque chose d'un peu hiératique, littéraire. Et donc m'est venue l'idée du style indirect libre. Il y a vraiment quelque chose que j'adore. Je l'ai pas mal pratiqué dans L'amour et les forêts, ainsi que dans Comédie française. Et vraiment, j'adore écrire en style indirect libre. Et donc, je me suis remis au travail, j'ai refait les dialogues en style indirect libre, et j'ai vu que ça marchait extrêmement bien. Et puis, ça me permettait de pouvoir inclure dans la parole de l'écrivain et de Sarah des dialogues dans le dialogue, en quelque sorte. Donc c'est un dialogue théorique entre un écrivain et cette femme, et il raconte donc à deux l'histoire. Et ce qui me passionnait dans cette idée, outre le fait qu'elle me procurait cette jouissance d'écriture qui me manquait, parce que à partir de ce jour-là, je suis allé chaque matin m'enfermer dans mon bureau avec une forme d'allégresse et de joie et de grand plaisir à jouer avec ma petite machine. Vraiment. Et j'étais curieux et impatient de découvrir ce qu'elle allait me réserver comme ressource dans la journée. Et puis en plus, elle supposait que je la fasse fonctionner à l'instinct. Et donc, je ne pouvais pas m'endormir ou être dans quelque chose un peu comme ça, somnolent. C'est vraiment... j'ai vraiment écrit ce livre parce qu'on me pose souvent la question, on me dit mais vous avez écrit toute la ligne de l'écrivain, toute la ligne de Sarah, et en fait non. Et quand je passe de Sarah à l'écrivain dans les dialogues et donc dans la conduite du récit, c'est-à-dire quand apparaît Sarah, quand apparaît Suzanne, je l'ai vraiment fait à l'instinct.
Mais comme un jazzman, comme une sorte d'improvisation. Ouais, C'est-à-dire que j'ai un outil, comme on peut avoir un piano, et voilà. Et donc cet outil-là, ce dispositif narratif, vraiment, je l'ai fait fonctionner à l'oreille, à l'instinct, et en découvrant au fur et à mesure comment je pouvais m'en servir. Et ce qui me plaisait vraiment beaucoup, et je pensais aussi au lecteur et beaucoup au lecteur en me disant ça, c'est que ça allait me permettre de faire cheminer constamment dans le même espace romanesque deux femmes qui vivraient continuellement et exactement la même chose dans deux endroits différents. Je me suis dit, le lecteur, il va voir deux femmes qui vivent la même chose. Et parfois, elles fusionnent complètement. D'autres fois, elles s'écartent légèrement. D'autres fois, elles s'écartent vraiment beaucoup. Toutes les fois que l'écrivain fait intervenir des variations par rapport à l'histoire que lui a raconté Sarah, c'est-à-dire que Sarah raconte ce qu'elle a vécu et l'écrivain, lui, raconte ce que Suzanne va vivre dans les livres, donc on les voit s'écarter, mais après elles se rejoignent de nouveau. Et ça, je me disais que c'était vraiment de nature à procurer à mes lecteurs des sensations singulières et nouvelles qui lui procureraient un plaisir esthétique particulier et qui, peut-être aussi, du moins l'espérais-je, décuplerait encore l'impact que pourrait avoir sur eux l'histoire que je me proposais d'écrire, donc celle de Sarah et celle de Suzanne, comme une sorte d'effet de levier, d'intensification, puisqu'on voit deux femmes qui vivent la même Et cette idée-là, elle est venue immédiatement, l'idée justement de dédoubler Sarah? Elle était contenue dans l'espèce d'illumination que j'ai eue ce jour-là devant l'église de mon village par la voix du ciel, de Notre-Dame, par des voix célestes. J'étais tout incrédule quand j'ai eu cette idée en me disant mais la situation ne peut pas se résoudre comme ça en une seconde par la voix des cieux. Une après-midi d'été devant une église, si. Et donc, bien évidemment, cette idée-là, elle contenait tout de suite, mais vraiment immédiatement, je me suis dit, mais en fait, je vais me transformer en illusionniste, ce que j'ai toujours eu l'ambition de faire avec mes livres, et faire fonctionner une sorte de boîte de lanterne magique. Et donc, c'est une sorte de lanterne magique, c'est-à-dire que vraiment, je voulais que le lecteur il voit simultanément ces deux femmes vivre la même chose dans deux endroits différents. Et puis, et ça, j'en attendais beaucoup d'un point de vue sensoriel. C'est-à-dire que je suis vraiment un écrivain de la sensation. Depuis mon premier livre, j'ai cette obsession que ce que j'écris transmette à mes lecteurs des sensations que j'élabore. Ça peut être des sensations complexes qui résultent de la superposition, de l'amalgame ou l'alliage de plusieurs sensations différentes et individuelles. Et j'aime bien que mes livres soient vraiment des petites machines j'essaie à sortilège. Et donc là, c'était de nouveau, je me souviens, dans une interview que j'avais donnée à Télérama après avoir reçu le prix France Culture Télérama, j'avais dit que j'essayais toujours de construire des petites machines à sortilège. Et là, ce qui m'a intéressé, c'est qu'en effet, je me suis dit, là, ça va vraiment être une petite machine à sortilège, parce que le lecteur, je vais lui montrer, comme un film de Méliès, deux femmes qui se superposent, ou comme Dreyer, et elles vivent la même chose au même endroit. Donc c'est la même, mais pas tout à fait. Elles sont pas tout à fait semblables, ni tout à fait différentes. Voilà, exactement comme disait Verlaine. Et elles vivent en transparence, tous les événements en transparence l'une de l'autre. Et moi, j'aime bien élaborer des choses comme ça un peu nouvelles. C'est vraiment la phrase de Mallarmé qui dit qu'une œuvre qui ne procure pas des sensations nouvelles, et il manque toujours quelque chose. Donc c'est bien aussi d'essayer de procurer des sensations nouvelles. Par ailleurs, ça me permettait aussi, ça m'intéressait, de suggérer une forme d'universel. C'est-à-dire, je travaille toujours à partir
de cas spécifiques et singuliers. Je pense que c'est la condition de l'universalité. Ça, c'est la fameuse théorie de Philippe Roth qui dit que plus on est régional et particulier, et plus on est universel. Et que quand les écrivains, un peu facilement, se disent « Ah, je vais m'emparer d'un sujet » et essaient de construire direct une sorte d'archétype général, en essayant de rassembler toutes les caractéristiques attenantes au sujet, en général, ils ne touchent pas leur but parce que ça reste abstrait. Or, pour pouvoir vraiment toucher, même quand on travaille sur un sujet, et c'est ce que j'ai fait avec L'amour et les forêts, il faut aller le plus loin possible dans les particularismes et les spécificités. Il ne faut pas hésiter. Bénédicte Bourdanne, elle a touché beaucoup de femmes, mais il n'y a pas plus rare que Bénédicte Bourdanne. Elle a des goûts que quasiment personne n'a dans ses inclinations littéraires, esthétiques, sa rapport au réel. Elle est vraiment super singulière. Mais c'est justement parce qu'elle est super singulière qu'elle est incarnée et qu'on la sent et qu'on peut s'identifier à elle, même si on est différent. Et c'est comme ça que ça marche. Et qu'il y a un impact sur le lecteur. Donc je savais qu'avec ces deux femmes, je serais de nouveau extrêmement précis et je n'essaierai pas d'être trop général. Je vais vraiment loin dans les spécificités et les singularités de ces deux femmes. Mais ce qui me plaisait, c'est que elles sont deux, et qui dit deux points dit une droite, et qui dit une droite dit une infinité de points. Donc dès lors qu'elles sont deux à vivre ces situations, on peut facilement présupposer qu'elles sont une infinité, avec chacune leur spécificité socio-culturelle, géographique, etc. Donc il y en a une dans mon livre qui est à la campagne et l'autre qui est à la ville. Elles ont pas le même métier. Voilà. Elles n'ont pas, une fois qu'elles ont abandonné leur métier, la même activité artistique, mais voilà, elles sont en transparence l'une de l'autre. Vous nous faites le bonheur, le plaisir de nous en offrir un avant-goût pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre. Qu'avait-elle fait pendant ces heures de solitude ? Demande donc l'écrivain. Suzanne réfléchissait à son roman, prenait des notes, passait des heures allongée sur son lit à scruter son tableau. Mais Sarah, à quoi avait-elle employé ces premières journées ? Sarah répond. D'abord, elle était retournée chez elle à une heure où elle savait qu'il n'y aurait personne pour en ramener la débroussailleuse afin de faucher les hautes herbes. Sarah ne supportait plus le spectacle de ce terrain en friche. Des herbes, des ronces et des broussailles, elle avait fait un tas qu'elle avait brûlé au fond du jardin. Le spectacle de ce grand feu, ainsi que ses crépitements, la chaleur sur sa peau, lui avait permis de retrouver des sensations anciennes qui, sans qu'elle l'eût anticipé, lui avaient fait le plus grand bien. Elle était aussi allée à la déchetterie, où elle s'était débarrassée en plusieurs voyages des bonbonnes d'eau en plastique, des poutrelles, des tuyaux et de tout ce que le jardin pouvait contenir d'immondices. L'écrivain dit « à l'exception de la GS et du hors-bord ». Sarah répond « à l'exception de la GS et du hors-bord ». D'ailleurs, une fois les herbes fauchées et le terrain débarrassé des détritus, ces deux épaves l'avaient charmée, en vérité. La GS, rouillée par bien des aspects, n'était pas sans lui rappeler la tête couchée de Francis Ponge. Sarah était même allée jusqu'à se demander si elle n'allait pas la déplacer à un point précis du jardin d'où il serait agréable de regarder la forêt, afin de faire de la carcasse un confortable refuge d'observation. Il suffirait, grâce à une rallonge enterrée, d'électrifier l'ancienne automobile pour que les phares illuminent la forêt, que la radiocassette fonctionne, que l'habitacle soit éclairé. Un paysan des environs pourrait tracter la GS jusqu'à l'endroit qu'elle aurait choisi, à proximité duquel il serait peut-être amusant, non, le mot est mal choisi, il serait peut-être percutant, c'est mieux, de disposer le vieux hors-bord, tel une sculpture. Car un hors-bord hors d'usage, rangé dehors le long d'un mur, s'accuse comme ruine et encombrant. Il agace l'œil, on a envie de s'en débarrasser. Tandis qu'exposé au milieu d'un jardin,
où il a bien fallu qu'un être humain ait l'intention inexplicable de l'y placer, il acquiert le statut de curiosité, presque d'œuvre d'art. On voit le hors-bord tel qu'on ne l'avait jamais vu sur une mer d'herbe. L'embarcation regarderait la berline qui, elle-même, regarderait la forêt. Sarah avait fait plusieurs esquisses de cette installation. Elle s'y voyait déjà. Elle papoterait le soir avec Angèle dans les sièges de la GS en sirotant du vin blanc au son de tube 80s, admirant la forêt à travers le pare-brise. Elle mettrait dans les phares des ampoules de différentes couleurs. Sarah avait planté des piquets aux emplacements que viendraient occuper les deux Ready-Made, mais la flemme, ou une forme de scepticisme devenue en peu de temps l'amère fatalité de son séjour ici, l'avait retenue d'aller plus loin dans la poursuite de cette envie non essentielle, complètement fantaisiste pour tout dire. En vérité, elle aurait dû s'y risquer. Le délire de cette installation surréaliste l'aurait peut-être mieux prémuni de la dureté des événements qui allaient suivre. Prendre si peu le réel au sérieux qu'on installe ostensiblement, au milieu d'un jardin, incongrus et irrévérencieux, tels des pieds de nez, une GS rouillée affublée d'un hors-bord hors d'usage, c'est encore le meilleur moyen de dévaluer d'entrée de jeu chacun des missiles que ce même réel vous envoie, ciblés, pour vous atteindre, pour vous détruire. Quand il pénètre dans une zone aérienne dominée par l'humour et la dérision, les missiles se transforment en mouettes. Mais Sarah ne le savait pas encore à l'époque dont il est maintenant question. Merci beaucoup. Je peux vous demander pourquoi vous avez choisi cet extrait-là ? Parce qu'il nous livre des caractéristiques de Sarah, son côté artiste, le côté scopique, elle est définie comme une psychopathe du scopique. Vous allez nous expliquer pourquoi peut-être ? C'est pour cette raison-là ? Oui, et puis la durée est assez bien adaptée à une lecture comme ça lors d'une rencontre. On a l'univers de Sarah, il y a ces deux œuvres. Il y a quelque chose que j'aime bien faire dans ce livre, c'est ce qu'on appelle l'exphrasis, c'est-à-dire de la description d'œuvres d'art. Donc comme Sarah est une artiste, je décris plusieurs des œuvres qu'elle a conçues. Donc il y a la tête couchée de Francis Ponge qui est évoquée là, qui est une sculpture qui représente la tête de Francis Ponge en métal oxydé, qui est un assemblage de milliers de petits triangles de métal oxydé, et on peut s'introduire dans cette sculpture, et puis on regarde le paysage par une fenêtre hexagonale, et donc qui est cadrée, voilà, qui vraiment propose un cadrage sur la nature. Puis après, elle a l'idée d'illuminer le paysage pour qu'on puisse le regarder la nuit. Donc elle travaille pendant des mois sur, voilà, comme une scène des théâtres, comme si elle était une éclairagiste de théâtre sur le paysage éclairé. Après, elle construit une église en dentelle, une église complètement transparente. Et puis il y a ces deux projets que je viens de décrire. Et puis il y en a un autre qui est une petite cabane au bord d'une petite rivière, mais qui ne sera jamais construite, parce que le projet est abandonné. Et puis il y a aussi la description du tableau que Suzanne, elle, achète. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir dans ce livre à en effet décrire des œuvres d'art. Et puis, en effet, comme vous l'avez dit, il y a une thématique sous-jacente qui court tout le long du livre, parce que dans chacun de mes livres, ce que j'aime faire, c'est vraiment organiser une stratification de thématiques et de sous-thématiques. Il n'y a jamais un sujet, il y a toujours, j'aime bien faire courir comme ça, d'une façon sous-jacente, d'autres lignes qu'on peut suivre, comme si je poursuivais plusieurs comme dessins simultanément. Et il y a celle du regard, quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que je voulais décliner comme ça tout le long du livre. Et donc, à travers le travail de Sarah, qui place le regard vraiment au centre, au cœur de sa pratique artistique, puisqu'elle dit que son travail, c'est d'orienter le regard des spectateurs, c'est-à-dire ces sculptures sont faites pour regarder ce qu'elle
entend montrer au regardeur. Il y a Suzanne qui, à un moment, achète un tableau dont elle tombe amoureuse à travers la vitrine d'un antiquaire et qu'elle vient regarder chaque jour. Puis ce tableau lui échappe, elle finit par l'acquérir malgré tout. Et elle passe quand même une grande partie du roman à scruter ce tableau, à le regarder, à le dévorer des yeux. Ah, je vois les lecteurs du livre. À le dévorer des yeux. Donc, parce qu'elle est convaincue que ce tableau a quelque chose à lui dire de la plus haute importance pour elle et pour sa vie, et que ça lui permettrait, si elle arrivait à en casser le sens et à en décrypter le rébus, à s'orienter dans sa propre vie et à trouver une issue. Donc, elle regarde et elle essaie de percer le secret de ce tableau par le regard. Et il se trouve qu'en plus, dans ce tableau, il y a une religieuse qui regarde par une fenêtre. Et qui est donc encore là aussi comme une mise en abîme, comme si dans le fond, le tableau était aussi une œuvre de... Enfin, comme si l'architecture du couvent, puisqu'en fait ce tableau représente la galerie d'un couvent, et à l'intérieur de cette galerie, il y a deux religieuses, une qui regarde par la fenêtre et l'autre qui attend au fond, aux confluences des lignes de fuite, devant une porte, comme si elles attendaient quelqu'un. Et sans dévoiler trop l'histoire, à un moment donné, Sarah sera celle qui regarde. Il y a non, disons peut-être pas trop, mais elle sera effectivement celle qui vit les choses intenses oui. par le regard. Donc il y a le tableau, et puis il y a surtout, et c'est pour ça que je le mets en dernier, parce que c'est le plus important, et c'est ça qui, dans le fond, m'a déterminé à placer la question du regard dans mon livre. C'est que dans ce mail que j'ai reçu de cette femme en 2017, ce qui m'a le plus frappé et fait apparaître presque instantanément le désir d'imaginer un livre à partir de ce que cette femme vivait, c'est que, étant exclue de son propre foyer, elle étant exclue de son propre foyer, et son mari lui interdisant de revenir chez elle, elle se mettait chaque soir devant sa maison pour regarder vivre sa famille, parce que ses enfants lui manquaient, elle en était affamée, et elle avait vraiment un besoin rétinien profond. Et donc, chaque soir, dans l'ombre de grands arbres, elle regardait vivre sa famille. Et qu'est-ce qui a entraîné cette situation ? Et donc, ça, je finis sur... c'est que quand j'ai lu ce mail, je me suis dit qu'il fallait que je fasse exister cette image. J'avais vraiment envie de faire exister cette image dans un livre. C'est ça qui m'a déterminé, davantage encore que la situation dans laquelle elle se trouvait, parce que des personnes qui vous racontent des histoires incroyables, bouleversantes, avec plein de péripéties, il y en a plein en fait. Mais qu'est-ce qui détermine un écrivain ? Parce que c'est pas elle qui m'a demandé de... Elle m'a pas... C'est important la nuance, elle m'a pas demandé de raconter, elle m'a raconté son histoire en espérant que ça m'inspirerait. Mais c'est rare que les histoires qu'on raconte aux écrivains leur donnent envie d'en faire un livre. Donc il faut qu'il y ait quelque chose dans ce qu'on leur raconte qui déclenche le désir. Et cette chose qui déclenche le désir, elle n'est pas forcément liée au motif principal. Or là, vraiment, je me souviens très bien, je me disais, cette femme, c'est dingue. Elle est en train de m'écrire que tous les soirs, elle va regarder vivre sa famille devant chez elle parce qu'elle en est privée. Je trouvais ça mais vraiment très, très poignant, déchirant. Et surtout, je me disais que voilà, moi, l'écrivain que je suis, avait envie d'écrire un livre qui montrerait ça et qui ferait exister cette situation et cette image. Voilà, d'où le regard, parce que elle passe quand même beaucoup de temps dans le livre à regarder sa vie de l'extérieur. Peut-on évoquer la raison
pour laquelle justement elle se retrouve dans cette situation. Vous avez parlé de séparation avec son mari, son compagnon. Que s'est-il passé? Donc, je vais parler de Sarah, mais parce que c'est plus simple de parler au elle au singulier que elle au pluriel. Mais Suzanne vit la même chose. Donc, Sarah a réchappé d'un cancer extrêmement grave. Je me souviens être venu ici, il y a quelques années, pour parler de la chambre des époux, qui racontait l'histoire d'une maladie du point de vue de celui qui n'est pas malade dans un couple. En me fondant sur ce que j'avais vécu moi-même quand ma femme avait eu un cancer grave. Et donc, j'avais raconté dans ce livre ce qu'on avait vécu ensemble pendant la maladie. Et donc, je dis ça parce que c'est la parution de ce livre en 2017 qui a fait que cette femme m'a envoyé un message sur Facebook parce qu'elle avait beaucoup aimé le livre, et voilà, qu'il a renvoyé à sa propre expérience. Cette femme ayant été, elle aussi, gravement malade, elle a frôlé la mort de près, elle en a réchappé, elle est revenue donc à la vie. Et de retour chez elle, tout avait changé, elle n'avait plus envie d'avoir la même vie, elle avait une forme de voracité, elle voulait se consacrer à l'essentiel, ne plus perdre de temps à des choses qui lui semblaient inutiles et de peu d'intérêt par rapport à ce qu'elle avait traversé. Donc elle abandonne son métier, donc dans le livre elle est architecte, pour se consacrer à sa passion qui est l'art. Donc elle revend les parts de son agence d'architecture à son associé, et puis elle vit de ce pécule et se met à créer, à se consacrer à sa passion, mais surtout, elle est dans un vrai désir de vérité par rapport à elle-même, sa vie, ses désirs, et ce qu'elle entend faire de sa vie. Or, si tout va bien dans son couple, et si leur couple offre les apparences d'un mariage tout à fait réussi, avec une vie de famille harmonieuse, Une vie sexuelle harmonieuse aussi. Une vie sexuelle harmonieuse, Sarah sait qu'il manque quand même quelque chose. Elle vit dans le même espace que son mari, mais ils ne vivent plus les choses ensemble. Il n'est plus là, en fait. Ils se sont peu à peu éloignés sur ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire de partager avec intensité le plus de choses possibles et de se sentir dans une complicité, une vraie proximité. Bon. Cette renaissance, après son cancer, lui rend cette absence de proximité réelle assez insupportable. Alors qu'elle s'en était accommodée. Je ne dis pas que tout leur mariage s'était déroulé comme ça, mais les années passant, ça avait fini par se produire et elle s'en accommodait fort bien, étant elle aussi, avant sa maladie, dans une forme peut-être de routine agréable. Voilà. Et c'est ça qui m'intéressait aussi par rapport à La mort et les forêts, où la situation était indiscutablement et d'entrée de jeu destructrice pour mon héroïne, et le mari indiscutablement nocif, néfaste, toxique, etc. Là, c'est une femme qui s'effrite peu à peu de l'intérieur alors que tout va bien. Et le mari n'est absolument pas contrariant. Il a une forme même de plasticité comme ça qui lui permet d'absorber toutes les critiques de sa femme. Il lui dit « tu as raison, je vais y réfléchir, je vais changer ». Et puis il revient à son état initial très vite. Et en fait, pendant des mois, et donc je ne dis pas que c'est la situation la pire, loin de là, mais c'est quand même une situation de laquelle il est assez difficile de sortir. Et donc Sarah sent que sa vie conjugale et amoureuse est devenue une sorte de mensonge. Et or, le mensonge lui est devenu insupportable. Donc, alors, concrètement, son mari, chaque soir, part après dîner s'isoler dans un bûcher qu'il s'est aménagé pour faire de la musique, faire un peu de guitare, fumer des pétards, tout ça. Et il remonte dans sa chambre de plus en plus, dans leur chambre de plus en plus tard, laissant Sarah passer ses soirées seule.
Et puis elle découvre aussi une anomalie chez leur notaire, à savoir qu'elle ne possède que 25% de leur maison et lui 75%, alors qu'elle pensait qu'ils étaient à égalité. Et donc voilà, elle s'en ouvre à son mari qui promet qu'il va rectifier cette anomalie. Elle lui en fait la demande plusieurs fois. Il lui promet plusieurs fois que ce sera réparé, qu'il va prendre rendez-vous chez le notaire, mais rien ne se passe, donc ni sur le front notarial, ni sur celui de ses soirées recluses. Et donc, sur les conseils d'une amie, Sarah lui décide de lui administrer une sorte d'électrochoc en louant une petite maison lugubre pour 2 mois, où elle a l'intention d'aller vivre. Elle aménage 2 chambres pour ses enfants afin qu'ils puissent venir la retrouver une semaine sur 2. Et elle se dit que son mari, la voyant partir, eh bien, va réagir, comprendra qu'il peut la perdre, qu'elle ne lui est pas acquise à vie, et puis qu'il voit l'effet que ça lui fait de vivre sans sa femme. Voilà. Eh bien non. C'est-à-dire que lorsqu'elle lui annonce qu'elle a loué une petite maison et qu'elle va partir 2 mois, eh bien elle n'entendra plus jamais parler de lui. Il y a un personnage que, pour l'instant, nous n'avons pas trop abordé, c'est celui de l'écrivain. Alors, on pénètre, me semble-t-il, en tant que lecteur, dans son travail. Justement, on peut regarder, nous-mêmes, être un petit peu voyeur, la manière, on évoque, alors je ne sais pas si je peux parler de vous, ou si c'est un personnage, mais on voit l'éveil d'une vocation, ça se passe à Venise, puis à Paris, puis on voit aussi les questions qui se posent, même pour le choix de prénom, etc. Oui, ma question pourrait être celle-ci. Est-ce que c'était vous? Alors, il était bien évidemment contenu dans l'idée de cette forme que j'allais aussi, même si ce n'était pas l'intention première, ça en découlait, que j'allais montrer, chemin faisant, comment on écrivait un roman de fiction à partir de la réalité, Sarah, et de ce que Sarah lui raconte. Mais on voit vraiment là, tout le long du livre, toutes les variations que l'écrivain apporte à l'histoire de Sarah, puisque souvent il fait dévier la trajectoire de Suzanne. Et donc là, on voit vraiment, toutes les fois que l'écrivain invente, Suzanne et Sarah s'écartent l'une de l'autre, parce qu'elles vivent chacune quelque chose de sensiblement différent, chacune de leur côté. Donc je trouvais ça assez intéressant, d'une façon annexe. En même temps, je voulais pas me mettre en avant. Je voulais vraiment que la fonction de l'écrivain soit de mettre en avant ces 2 femmes. Sarah, Suzanne et l'écrivain. Ouais, tout à la fin, voilà. Non, mais je voulais pas que l'écrivain soit envahissant. C'est vraiment un passeur. Il est là, comme l'illusionniste qui fait marcher la lanterne magique. Et puis, une fois de temps en temps, il y a des petits dialogues avec Sarah, parce que c'était contenu dans les ressources du dispositif. Et donc, je m'en suis un peu amusé. Par exemple, il y a un dialogue où l'écrivain demande à Sarah de quel côté du lit elle dort. Oui, je me souviens de ce page. Et donc, Sarah dit, mais pourquoi vous me demandez ça? Et il dit, parce que, en fait, c'est très important et dans les romans, on ne le précise jamais. Alors qu'au cinéma, on le voit. Voilà, et je dis que dans les romans, en fait, on attribue aux personnages de fiction qui sont dans leur lit la place qu'on occupe soi-même dans le lit. Alors qu'au cinéma, vraiment, on les voit. Et donc, l'écrivain, l'histoire est tellement horrible que je raconte dans ce livre, à part à la fin où... Oui, on ne va peut-être pas le dévoiler. Non, on ne va pas dévoiler la fin, mais je tiens quand même à dire que le dénouement est lumineux et heureux, parce que c'est une longue et lente descente aux enfers. Donc c'était important qu'une fois de temps en temps, il y ait des moments comme ça de détente entre Sarah et l'écrivain,
Vous lui permettez même de choisir des prénoms de Oui, ses voilà, colocataires, exactement. par exemple. Il y a un jeu de... Donc, voilà. Et alors, pour ce qui concerne l'identité de l'écrivain, il est général, mais en fait, par des références que Sarah fait à des livres qu'il a écrits, donc l'écrivain qui est son interlocuteur, on voit que c'est moi, puisqu'elle fait référence à un livre dans lequel le mari fait les 100 pas au bout du lit, et il se trouve que c'est donc le mari de Bénédicte Ombredane dans L'amour et les forêts. Mais, et ça c'était une des surprises que m'a réservé ce livre, j'ai cheminé jusqu'à un moment d'autofiction pure. Il y a l'éclosion d'un moment d'autofiction auquel je ne m'attendais pas, qui est donc le récit de cette expérience fondatrice à Venise, que j'ai moi-même vécu, quelque chose que j'ai vécu donc à 22 ans et qui a eu une grande importance dans ma vie. Il y a une forme de... Voilà, que j'avais un peu sacralisé dans ma mémoire, comme on le fait tous, des moments comme ça, culminants, qu'on sacralise, des épiphanies. Et il y a longtemps que j'avais envie d'écrire le souvenir que j'ai de cet épisode, mais je ne trouvais pas le moyen de le faire. Et là, c'est vraiment... Et c'est ça qui est absolument génial, c'est que quand on écrit, c'est que en général, je sais où je vais. Enfin, j'ai vraiment la trajectoire. J'ai la tonalité du livre. J'ai pas mal d'ingrédients. J'ai la forme surtout, qui est vraiment le moteur de l'ensemble. Mais il faut quand même que l'écriture du livre réserve des surprises et qu'il y ait des incertitudes, comme si le paysage devait se révéler au fur et à mesure de l'avancée du roman, parce que sinon ce serait vraiment ennuyeux d'écrire. C'est pas que j'écris complètement comme certains écrivains, sans savoir où je vais, en me disant c'est le chemin qui va me montrer, parce que non, c'est pas comme ça que je travaille. J'ai vraiment, c'est comme si j'avais toute l'armature. C'est comme si, je sais pas, c'est une métaphore que j'emploie souvent. Je sais que je pars de Paris et que je vais à Marseille, et je sais que je vais passer par Mâcon, Lyon, Avignon. Et donc je vois Marseille, je vois le port, le vieux port, la chaleur, tout ça. J'ai une image du dénouement. Et puis j'ai quelques points intermédiaires, des scènes. J'avais la scène où elle est devant chez elle et la nuit elle regarde ses fenêtres. Je savais qu'elle allait aller dans un hôpital psychiatrique. J'avais des jalons comme ça. Mais après, il y a un chemin qui se fait. Et au cours de ce chemin, il y a plein de choses qui apparaissent exactement comme quand on est entre Paris et Marseille et qu'on voit le paysage. Et donc, quand Suzanne scrute ce tableau sans fin pour essayer de comprendre ce que ce tableau a à lui dire, j'ai fait la même chose qu'elle. Parce que ce tableau, je l'ai acheté. Je l'ai acheté quand j'ai compris qu'il allait être un rouage de mon roman. Mais je ne savais pas ce qu'il avait à me raconter. Et donc, toutes les déductions que Suzanne fait dans le livre, en passant par toutes les hypothèses, c'est exactement ce que je faisais moi-même le soir dans ma chambre en regardant ce tableau, jusqu'à ce que l'idée me vienne que cette petite porte magritienne à gauche était une porte qui conduisait vers le passé. Et donc, je l'ai empruntée et je suis retourné dans mon passé. C'est un jeu virtuose. Et donc, dans ce passé-là, je me suis retrouvé dans cette épiphanie de 22 ans que je voulais écrire depuis toujours. Et donc, je la décris en tant qu'écrivain du livre, puisque j'ai une voix au chapitre. Mais après, le lecteur voit que ce que je vis à Venise, je l'attribue à Suzanne. Et j'en fais le passé de Suzanne. Voilà, donc il y a tout ce jeu où on voit que, vraiment là, pour le coup, qu'une expérience personnelle et éminemment personnelle peut tout à fait prendre place dans un personnage de fiction d'un autre sexe et n'ayant pas la même trajectoire que moi. J'ai lu plusieurs fois, et je vous ai entendu, même à la radio en parler, du fait que vous étiez
vous êtes fasciné, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, vous étiez passionné par l'architecture et que l'architecture nourrissait votre travail d'écrivain. Et pour le coup, je trouve ça plutôt original. La plupart des écrivains vont parler d'autres auteurs ou vont parler davantage de peinture. Ça arrive assez fréquemment. L'architecture, honnêtement, j'avais jamais entendu. Non, mais vraiment, c'est vrai. C'est pas une coquetterie, Une coquetterie. de ma part. J'ai même 3 exemples. Ben, allez-y. Non, mais je vais être bref, parce que c'est pas. Mais j'avais eu une conversation avec Christian de Porzampar il y a quelques années, et où il me racontait que l'ambassade de France à Berlin, il avait dû la construire, donc dans un premier temps la dessiner, parce qu'il y avait eu un concours d'architecture, sur un terrain extrêmement étroit. Et donc il ne savait pas trop comment faire avec ce terrain, mais il souhaitait qu'il y ait un jardin quand même. Et donc ce qui faisait qu'on était très contraint. Et donc il m'a dit qu'il avait eu l'idée que les 4 façades sur le jardin soient dans des matières rigoureusement différentes. Donc il y avait un mur blanc lisse, il y avait un mur en béton, il y avait un autre mur en pierre, et puis un dernier, je pense que c'était des baies vitrées. Et il me disait que ces 4 parois, en fait, en réagissant les unes avec les autres, comme ça, elles s'écartaient et l'espace se dilatait. Et donc, il obtenait la dilatation de l'espace par ces parois qui contrastaient les unes avec les autres. Alors que s'il avait fait tous les murs en béton, ou tous les murs en verre, ou tous les murs en pierre, on aurait eu une sensation d'enfermement. Et là, quand Christian m'a raconté ça, je me suis dit, mais putain, on fait vraiment le même métier. Parce que moi, c'est ça que je fais dans mes livres. Je fais... et donc, il se trouve que j'étais en train d'écrire Cendrillon. Et donc, ça m'a conforté. C'était juste avant que j'écrive Cendrillon. J'étais vraiment en gestation. Et ça m'a encore conforté dans ce désir que j'avais que les 4 lignes narratives de Cendrillon soient dans des matières, des tessitures qui contrastent les unes avec les autres, afin de créer un espace mental qui se dilate. Et donc Cendrillon est vraiment un espace mental, c'est un espace mental qui se dilate, et il y a une vraie interaction entre les lignes narratives. Mais c'est pas une vue de l'esprit, c'est-à-dire que c'est pas juste le plaisir que m'apportait le fait que chaque ligne narrative soit dans son énergie spécifique. Le plaisir de l'écriture du livre, c'était aussi dans le contraste et la tension qu'il y avait entre chacune des lignes narratives, et j'attendais beaucoup de ce contraste. Voilà. Comédie française, par exemple, l'idée de la forme m'est venue en visitant la Fondation Prada à Milan, de Rem Koolhaas, qui est un bâtiment absolument extraordinaire qui m'a littéralement fasciné, qui est constitué d'architectures assez différentes les unes des autres, mais en même temps, il y a une vraie unité. Il y a un immeuble qui est tout doré, il y a une autre architecture qui est extrêmement contemporaine, qui est dessinée par lui, puis après, il y a un bâtiment industriel, une vieille usine qui est rénovée par lui, mais de telle sorte, c'est rénové tout en étant recréé. Donc il y a un truc hyper intéressant où on est comme dans une image de Chirico, comme si c'était un bâtiment qui se rêvait lui-même. C'est très étrange. Et je trouvais que c'était incroyable, l'unité du truc, alors que les bâtiments, normalement, n'allaient pas ensemble. Et donc, Comédie Française est véritablement construit de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un point commun entre tous les gros blocs qui constituent le livre. Mais le livre, c'est vraiment l'accumulation et la superposition de gros blocs qui, a priori, n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il se trouve qu'il y a une thématique sous-jacente et un point commun à toutes ces histoires qui sont l'instant décisif, mais qui n'est pas dit, c'est pas apparent, ça apparaît d'une façon comme ça, atmosphérique, disons. Mais d'une certaine façon, je me suis senti autorisé à faire ça par l'exemple de Rem Koolhaas, et surtout en visitant ce site, je me suis dit, mais c'est exactement
l'effet que cette architecture a sur moi, j'adorerais que mes livres aient le même sur mes lecteurs. Et puis la chambre des époux, j'avais constamment en tête l'architecture de Tadao Ando sur l'île de Naoshima au Japon. Et donc voilà, là ce serait trop long d'expliquer en quoi, mais vraiment je suis vraiment très en effet impressionné et influencé par l'architecture. C'est quelque chose qui me parle. Alors avant de donner la parole au public, je voudrais terminer par justement le rapport d'un livre à l'autre. Là encore, dans mes recherches, j'ai vu que vous disiez tous mes livres se tiennent par la main. Et que vous aimiez, alors même que vous n'avez pas abandonné un livre, que vous êtes dans un livre, laissez monter le suivant. Et je me suis dit, mais comment se fait-il qu'il ne consacre pas et ne concentre pas toute son énergie dans son écriture? Il a encore de la place pour laisser monter le suivant? Comment ça se passe? Oh non, mais on a beaucoup de place à l'intérieur de nous. Des strates. Beaucoup de strates. Non, c'est juste une rêverie qui commence à naître. Donc, et c'est bien. Et là, j'ai plusieurs rêveries. Je ne sais pas encore. D'ores et déjà. Je ne sais pas encore vers laquelle de ces rêveries je vais m'orienter. Mais non, il y a de la place quand même pour rêver au prochain livre. C'est bien. Oui, mais merci. Vous nous avez beaucoup parlé de l'architecture de votre œuvre, c'est-à-dire de la forme, et le fond, en fait, vous l'avez donné dès le début dans le texte que vous avez lu. J'ai l'impression, vous allez me dire si je me trompe, c'est-à-dire que cette personne essaie de se débarrasser de tout ce qui la gêne, et que ce soit des végétaux, des métaux, bon. Et finalement, votre histoire, est-ce que ce n'est pas un symbole du fait que dans notre société, nous sommes tellement envahis par les choses et par les hommes et que nous avons besoin de nous en débarrasser, hein. Bon, alors finalement, ce monsieur, le mari, est-ce qu'il n'a pas trouvé la meilleure façon de se débarrasser de la femme plutôt que les féminicides dont nous entendons souvent parler? Je vous laisse répondre. En faisant quoi? En la négligeant? Bon, en tout cas, non, mais mon roman raconte vraiment l'histoire d'une femme qui cherche à être à sa juste place, qui cherche sa juste place, qui sent qu'elle n'est plus à sa place, là où elle est, même si cette place, elle l'occupe depuis 21 ans et qu'elle pourrait continuer à l'occuper. Elle sent que cette place qu'elle occupe n'est plus de nature à satisfaire ses envies les plus profondes et essentielles. Donc elle a le courage de s'en arracher pour aller un peu plus loin, là où elle pourra refleurir en se transplantant. Et c'est difficile. Et voilà. Donc le chemin qu'emprunte cette femme est un chemin de douleur, mais pour à la fin pouvoir se satisfaire de s'être transplantée et de s'apprêter à refleurir et en se disant qu'elle a bien fait. C'est pas vraiment une question, c'est des sensations. Je comprends quand vous dites que vous êtes inspiré par l'architecture, parce que la construction de votre roman, moi j'ai été extrêmement admirative. C'est extrêmement complexe, mais en même temps très fluide. C'est pas du tout rébarbatif. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que vous me voyez complètement surprise par la fin. Je n'avais rien lu autour de ce livre. Et il y a des scènes d'anthologie qui sont presque cocasses. La scène où il y a... Je ne vais pas dévoiler, bien sûr, mais la scène qui est tragique avec le tableau, elle peut être aussi à certains moments... Moi, j'avoue que j'ai plus que souri. Je me suis marrée. Et la scène avec Momo aussi, bah oui. J'ai trouvé extraordinaire. Non, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point ce que vous me dites me fait plaisir. Parce qu'en effet, cette fameuse scène qu'on ne va pas spoiler avec le tableau, c'est exactement ça que je voulais. C'était qu'on soit vraiment dans la folie, qu'on y croit,
qu'on soit avec elle, que ça paraisse pas comme fabriqué ou invraisemblable, oui, artificiel, et qui est en effet le grotesque et le sourire. Je voulais que le lecteur, en lisant ces pages, il soit à la fois affolé et qu'il rit, dans cette espèce de cocktail comme ça. Et forcément, moi-même, je riais et j'étais complètement en transe quand j'ai écrit ces pages, parce que j'avais très peur de les écrire. J'avais très peur que ce soit plat, j'en attendais beaucoup. L'idée, je l'avais depuis longtemps, puisque je lisais ce livre devant l'église. Donc elle était vraiment... Et je me disais, mais comment je vais arriver à faire ça? Et donc j'ai quand même eu tout le chapitre pour faire monter la folie de Suzanne. Donc c'est peu à peu que cette folie arrive. Et en même temps que je faisais monter cette folie, moi-même, je me mettais en condition d'écrire le dénouement de ce chapitre. Et je peux vous dire que j'étais littéralement en transe. Quand j'ai écrit ces pages, j'étais tout seul à la campagne. Et pendant 2 jours, je faisais que ça. J'écrivais et je suis devenu... j'étais vraiment Suzanne et j'étais vraiment dans un état de transe. Et je n'arrêtais pas de réécrire, de reprendre. Et puis il y avait ce monologue parce qu'elle parle. Et donc, en effet, de là, il y a quelque chose d'un peu, je sais pas, rabelaisien. Et donc, il y a l'humour et il y a l'humour et le tragique en même temps. Et c'est ça que je voulais faire. Et vraiment, ça me fait très, très plaisir que vous disiez ça. Nous n'avons pas évoqué, en attendant éventuellement d'autres questions, nous n'avons pas évoqué les enfants du tout, avec des réactions complètement différentes lors de la situation de séparation entre la fille et le garçon. Et Momo? Oui, vous venez à Momo. Ça, j'adore, parce que... Vous avez raison. En fait, c'est un passage qui fait rire les lecteurs du livre. Et donc, je sais qu'il peut m'arriver d'être très drôle dans mes livres. Et dans chaque livre, il y a le moment drôle et tout ça. Bon, il y en a où il y en a plus que d'autres, mais ça, on me le dit. Et puis moi-même, quand j'écris, je ris. Mais ce n'est jamais, comment dire, ça ne résulte jamais d'un désir chez moi. C'est-à-dire que je suis toujours, quand je suis drôle, je le suis presque, ça surgit comme ça. Et donc, bien évidemment, je ne m'imaginais absolument pas qu'à ce moment du livre, il puisse y avoir une scène drôle. Donc, c'est né de l'écriture. C'est vraiment dans l'écriture où Suzanne raconte que son mari s'est fait se casser la gueule et sa copine se met à lui répondre. Et puis, j'ai fait ce dialogue que je n'avais pas du tout anticipé. Et puis, j'ai senti monter la drôlerie du dialogue. Alors je l'ai suivi, en fait, et voilà, et c'est en suivant ce dialogue que moi-même je me suis mis à rire, et je me suis dit putain, mais c'est génial parce que on est dans le tragique pur là, rien ne va, et puis là c'est drôle, donc je prends. Peut-être que d'autres écrivains se diraient ah mais non, je suis en train de ruiner le caractère dramatique de la situation, il faut surtout pas qu'on rie. Mais moi, j'aime bien quand l'humour arrive comme ça, sans qu'on s'y attende. Et je pense qu'à chaque fois, c'est pour dénouer une tension. Moi-même, je me mets tellement sous tension quand j'écris ces moments graves, douloureux, difficiles et tout, que j'ai besoin que ça sorte. Et ça sort par des moments comme ça, cocasses, un peu bêtes, parce que il y a quelque chose un peu... comment dire, burlesque. Oui, c'est sa copine, elle veut faire rire Suzanne, donc elle dit c'est bête ce qu'elle dit. Enfin voilà, c'est un moment de. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre le dialogue oui, avec plaisir. De manière plus intime autour des livres d'Éric Reinhardt, que je remercie vraiment chaudement. Merci à vous et merci d'être là, de sa présence et de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Plaisir de vous retrouver pour le prochain.
Sarah, Suzanne et l'écrivain de Éric Reynard est paru aux éditions Gallimard. Il est avant l'auteur de 9 romans, parmi lesquels Cendrillon chez Stock en 2007, L'amour et les forêts, paru chez Gallimard en 2014, et prix Renaudot des lycéens et prix roman des étudiants France Culture. Et enfin Télérama et Comédie Française, paru chez Gallimard en 2020, prix Les Incorruptibles. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée le 6 octobre 2023, enregistrement, réalisation et mise en onde par Radio Radio, avec l'aimable collaboration de Radio Radio Plus et Radio Terre.